Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de choisir la télévision nationale pour vous informer. Voici les titres de ce 20h. Feu Albert Tevoidre a été inhumé ce samedi à la Maison africaine de la paix à Adjati dans la commune d'Adjara. L'inhumation fait suite à la messe corps présent qui a eu lieu en l'église Notre-Dame de Porto Novo. Le chef de l'État a pris part à la cérémonie. La loi portant statut de l'opposition en République du Bénin a été votée à l'Assemblée nationale. C'était dans la nuit du jeudi dernier. Le point dans quelques minutes. Et puis des volontaires au métier d'enseignants rejoignent leur poste dans le département de l'Alibori au nombre de 402. Ils sont rencontrés avant leur départ le ministre Saliman Karim. Feu Albert Tevoidre a été inhumé aujourd'hui à son domicile Théophania, la maison africaine de la paix à Adjati, dans la commune d'Adjara. L'inhumation a eu lieu après une messe corps présent en l'église Notre-Dame de Porto Novo. Le chef de l'État a pris part aux hommages. Jérôme Hongbo, Bernal Djobé. Aux premières heures de ce samedi 23 novembre, à Théophania, la maison africaine de la paix, c'est le recueillement au pied de la dépouille d'Albert Tevoidre, frère Melchior. Quelques instants plus tard, la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Porto Novo ouvre le rituel de la messe des funérailles. Une co-célébration de Monseigneur Pascal Nkwe, archevêque de Parakou, et Antoine Sabibio, évêque de Nati Tengu. Dans la chapelle, le chef de l'État Patrice Talon et les membres du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, les présidents des institutions de la République, les membres du corps diplomatique accrédité au Bénin, les membres de la famille éplorée et un parterre d'amis et de sympathisants. Ils viennent recommander à la miséricorde divine l'âme du frère Melchior à travers un moment de concentration et de prière intense. Éminent protagoniste de l'historique conférence des forces vives de la nation, il a été un acteur déterminant de l'ère démocratique. Redoutable stratège en conquête du pouvoir, il savait lire à travers les signes du présent les présages de l'avenir. Admiré, mais aussi redouté. Adulé, mais aussi rejeté, le professeur Tevoidre savait susciter le consensus, tout comme il pouvait résister aux tempêtes de la controverse. Il laisse le souvenir d'une vie remplie sous le feu de l'action jusqu'au bout. Conscient de sa fragilité et de ses erreurs, il ne cessait de chercher les voies et moyens pour se réconcilier avec tous avant le grand passage. Il aimait dire « Si tu pardonnes, que ton pardon soit total ». Il aura marqué son temps. Le gouvernement a été fortement impliqué dans l'organisation des obsèques de ce baobab. Albert, vous dis-je, croit en la force de l'esprit. Aussi nous dit-il, ou plutôt nous écrit-il, parce que Albert aimait beaucoup écrire. Je pars, mais je serai toujours parmi vous. La mort est une délivrance qui mène vers un monde plus doux, où la maladie, la jalousie, la cupidité, la méchanceté, l'injustice n'existent pas. Alors, soyez heureux en pensant à moi, car je vous aime dans le silence, car je vous observe avec confiance. Soyez assurés de mes prières, tant pour mon pays que pour vous tous. Le défunt de son vivant a émis le vœu de la sobriété de ses obsèques. Le président Patrice Talon a présenté ses condoléances aux membres de la famille éplorée. Albert Tevoidre a été inhumé dans la stricte intimité familiale.
À la cérémonie, les mérites de l'homme de Dieu, épris de paix, fidèle en amitié et surtout une véritable bibliothèque ont été salués. Voici des témoignages recueillis par Jérôme Hungbo et Bernol Djogbe. C'est un illustre fils du Bénin qui s'en va et qui laisse beaucoup de souvenirs. Je veux simplement témoigner un homme de conviction, un homme qui a beaucoup œuvré pour la paix et surtout un homme qui a rayonné au-delà de nos frontières, notamment au niveau de ses responsabilités internationales et sa volonté de faire en sorte que, à travers l'interreligieux, l'interculturel, qu'on puisse constamment rechercher la paix. Donc c'est une grande perte pour notre pays, mais il laissera des traces que ceux qui restent vont pouvoir suivre. Nous n'avons pas le droit d'être tristes. Prions pour lui, invitez tout le monde à prier pour lui. On a perdu un homme d'État, un intrépide, un monsieur qui s'est toujours engagé. Je veux qu'on retienne de lui l'exemple de l'homme qui s'engage. J'ai eu à apprendre beaucoup auprès de lui sur, certes, la probité de l'homme, son intelligence et aussi son activisme politique qui force sûrement et certainement l'admiration. Moi, je demande à Dieu, notre Père, qui est aux cieux, d'illuminer la voix de cette âme et aussi de faire en sorte qu'il puisse continuer à sa mission de la paix là où il sera et aussi donner de la force, du courage à la famille. C'est un monsieur qui a la foi. Il prie beaucoup. À son âge, à Maria Topa, vous allez à 7 heures, parfois elle est là, en train d'écrire son chapelet. Et ces souvenirs, je les garde de lui. Il a la crainte de Dieu, le monsieur de Voidré. Je garde de lui une personne ressource, une personne remplie de valeurs et de vision. Aujourd'hui, le Bénin perd un fils très très important, mais c'est le coût de la vie, on ne peut rien, on le souhaite paix à son âme et bon repos éternel. Albert Voidré a été toujours fidèle en amitié, pour les grands, pour les moins grands. Et je cite un autre béninois très célèbre qui a dit la même phrase, je parle du président Talon, qui, à une rencontre avec la diaspora béninoise à Paris, a dit, je cite de mémoire, je suis toujours fidèle en amitié. Alors soyons fidèles en amitié. Et la deuxième chose et dernière chose, retenons de la vie d'Albert Voidré ce qu'il y a eu de beau, qui nous a édifiés et devenons aussi d'autres esprits, d'autres lumières pour le Bénin. Ce qu'il faut retenir du professeur Albert Voidré, c'est qu'il était un homme de conviction, un homme total. Le professeur Albert Voidré s'est montré très soucieux de la défense de la mémoire de Souroumigan Apiti. Il a posé un certain nombre d'actes sur le plan scientifique pour que la vie de Souroumigan Apiti soit mieux connue. Lorsque vous avez le privilège de vous approcher de lui, de vivre à ses côtés, de voir comment il mène sa vie au quotidien, de voir la discipline qui le caractérise, dans la promptitude à répondre à vos messages, que ce soit par SMS, par mail, quand vous voyez ce qu'il mange à table, quand vous voyez la vie de prière qu'il mène, quand vous voyez sa préoccupation permanente à la misère du peuple, vous comprenez que c'est un grand homme. Il n'a pas cherché à vivre pour lui-même, mais il a cherché à vivre pour Dieu et pour la cause des gens qui sont dans la misère, dans la souffrance. Autre volet de l'actualité à présent, c'est fait. La loi portant statut de l'opposition en République du Bénin a été votée à l'unanimité dans la nuit de ce jeudi. C'est une loi qui vient boucler la boucle de la série de recommandations issues du dialogue politique national. Guillaume Avier, nous compte rendu.
Les travaux de la plénière de ce jeudi se sont achevés tard dans la soirée et sanctionnés par l'adoption à l'unanimité des députés de la proposition de loi complétant et modifiant la loi du 14 octobre 2002 portant statut de l'opposition en République du Bénin. Une loi de 22 articles répartis en 4 titres définissant entre autres les critères de l'appartenance à l'opposition mais aussi les droits et devoirs de l'opposition pour ne citer que ces dispositions. L'adoption de la loi portant statut de l'opposition permettra de doter le Bénin d'une loi qui permette à l'opposition d'accomplir efficacement sa mission, notamment celle de proposer une alternative aux solutions préconisées par le gouvernement pour la satisfaction des besoins du peuple, le développement de l'État et la cohésion de la nation. La loi portant statut de l'opposition prévoit la désignation par décret prise en Conseil des ministres du chef de file de l'opposition. Une opposition que les porteurs de la présente proposition de loi souhaitent constructive. En votant cette loi, nous allons clarifier le paysage politique et la position des différents partis de notre pays. Ainsi donc, cette loi fait la promotion des partis de l'opposition et leur donne les moyens d'animer efficacement l'opposition, de critiquer ce que fait le gouvernement et donc de proposer des solutions alternatives. L'adoption de cette loi ne doit pas être la porte ouverte à des déviances de comportements sous couvert de notre démocratie. Et le statut du chef de l'opposition, du chef de file de l'opposition, doit être compris et associé à un comportement digne et équilibré, qui ne distrait pas les institutions, qui ne bafoue pas l'image de l'autorité de l'État. Je suggère, Monsieur le Président de l'Assemblée, que cette loi soit complétée dans son application par des décrets qui encadrent les complicités des individus et leur pathologie de nature à perturber sous couvert de leur statut la quiétude du peuple. La loi portant statut de l'opposition en République du Bénin vient compléter certaines dispositions de la charte des partis politiques en République du Bénin, amendée quelques semaines plus tôt, et vient boucler la boucle des recommandations issues du dialogue politique national, initié en octobre dernier par le chef de l'État, le président Patrice Talon. Je vous propose à présent de suivre la réaction du ministre en charge de la communication et porte-parole du gouvernement à l'issue de l'adoption par le Parlement de la loi portant statut de l'opposition en République du Bénin. L'adoption de cette loi marque la fin de la série entamée sur les recommandations du dialogue politique qui ont connu d'abord l'adoption d'une loi d'amnistie, la relecture de la loi relative à la charte des partis politiques, la relecture et la refonte carrément du code électoral qu'il fallait achever, n'est-ce pas, ou pas achever, par l'adoption d'une loi inédite sur le statut de l'opposition. Donc je dirais que nous sommes allés au bout du cycle de modernisation de notre système partisan, de notre système électoral, en dotant le Bénin d'une loi plus attractive que celle qui vient d'être abrogée, c'est-à-dire la loi de 2002, qui confère un véritable statut de l'opposition avec détermination de chef de file de l'opposition, afin que nous ayons des débats contradictoires et des débats fructueux au sein de la classe politique, non seulement à l'hémicycle, mais au sein de la classe politique. Alors, vous avez une loi qui vient d'être adoptée, qui comprend 21 articles, me semble-t-il, une loi qui définit les critères d'appartenance aux partis d'opposition, qui définit, entre autres et fondamentalement, les droits et obligations des partis d'opposition et des chefs de partis d'opposition, avec des avantages sécuritaires qui permettent, et j'espère qu'ils vont inciter les formations politiques à faire leurs déclarations et à jouer leur partition dans le débat politique.
Intéressons-nous maintenant à la réunion de commandement du procureur de la République. C'était ce vendredi à la Cour d'appel de Cotonou. On peut retenir que l'année 2018-2019 a connu plus de 7000 procès-verbaux. Rebecca Kenjaounde, Daniel Ada. C'est un exercice annuel, une séance de travail entre le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Cotonou et les officiers judiciaires en fonction dans la ville. Au menu des échanges, le bilan des activités de l'année judiciaire finissante au sein de la police républicaine, cas des vols avec violence. Au cours du mois d'août 2019, nous avons enregistré 7 cas de vol à main armée. En termes de cambriolage, en août, nous avons enregistré 50 cas contre 48 cas au mois de septembre, mais 49 cas au mois d'octobre. Et en ce qui concerne les braquages de motocyclettes, pour compter du mois d'août jusqu'au mois d'octobre, on a enregistré 0 cas. Au total, au cours de l'année judiciaire 2018-2019, ont été rédigés sur la période du 16 octobre 2018 au 15 août 2019, 7707 procès-verbaux, dont 4183 pour des cas de contravention, 3370 concernant des délits et 153 pour crimes. Alors que, au cours de l'année 2017-2018, vous nous avez adressé 5302 procédures. Soit une augmentation de 59,43% par rapport à l'année judiciaire 2016-2017 et de 45,36% par rapport à l'année judiciaire 2017-2018. Selon le procureur de la République, une stratégie adéquate doit être mise en œuvre pour garantir davantage la quiétude des populations. Notre objectif cette année, nous l'avons dit à l'entame, c'est de rendre Cotonou plus sûr. Rendre Cotonou plus sûr, c'est lutter d'abord contre les vols avec violence. C'est faire en sorte qu'en rentrant chez eux le soir, parce qu'il y a certains vols qui se commettent même le matin, même en plein jour parfois, que les gens ne soient pas obligés de regarder dans les rétroviseurs tout le temps pour voir s'il n'y a pas 2 ou 3 messieurs à motocyclette qui les suivent. En ce qui concerne les procès-verbaux, rédigés à l'aune de ces cas de vol avec violence, tolérance zéro vis-à-vis des cas de négligence. Le procureur général se montre ferme, sans concession. Je n'ai de cesse de le rappeler, chers amis officiers de police judiciaire, les procédures que vous formalisez ne sont pas seulement à l'intention du procureur de la République que vous voyez en première ligne. Nous sommes dans un pays de droit, nous avons des avocats. Nous avons des avocats qui savent très bien lire les procédures, qui connaissent très bien les règles de procédure pénale. Et donc ce que nous, on vous demande, c'est que vous preniez toutes les dispositions pour produire, formaliser des procédures qui soient vraiment exploitables, des procédures qui puissent permettre de confondre les délinquants. Trop de cas de justice non rendus sont enregistrés, faute de procès-verbaux dûment rédigés. Si les observations du procureur général sont entendues, ces situations devraient sensiblement se résorber pour plus de quiétude des populations. La lutte contre la corruption préoccupe toujours les acteurs de la société civile. La législation existante pour réprimer le phénomène ne convainc pas encore, soutiennent-ils. Ils souhaitent alors qu'une relecture des tests soit faite pour harmoniser et éviter qu'il y ait diverses sanctions pour une même infraction liée à la corruption. Leurs recommandations consignées dans un document ont été transmises aux parlementaires et aux gardes des Sceaux. Herman Rodrigue Amégan, Alexis Quenom. Une justice intraitable face à la corruption. Point de répit face à ce fléau clament encore et toujours les organisations de la société civile. Mais l'arsenal juridique en la matière paraît quelque peu disparate. C'est donc établir à leurs yeux qu'une relecture des tests s'impose. Une étude a donc été menée dans ce sens, un travail scientifique, présenté diaporama à l'appui pour parvenir à des conclusions argumentées. L'étude a fait une lecture croisée et comparée de beaucoup de textes et a
proposer deux choses. Ou on amende la loi 2011-20 pour extraire ce qui paraît ne plus être adapté à notre société pour garder l'essentiel, ou alors on codifie les différents textes, c'est-à-dire retrouver les incriminations, les peines, les amendes et autres portant sur la corruption dans un même document. Des recommandations pertinentes, tous ici le reconnaissent et le martèlent. À travers la présente déclaration et l'étude qui la sous-tend, la société civile souhaite la mise en place d'un cadre juridique complet, cohérent, efficace et qui intègre les exigences nouvelles de lutte contre la corruption. Vous avez fait un excellent travail et j'ai été personnellement séduit par la qualité des conclusions de ce travail. Je vous exhorte à maintenir la veille citoyenne qui permet de tenir les gouvernants en alerte sur leurs responsabilités dans la bonne gouvernance de la cité. Il y va de notre intérêt à tous, mais également de celui des générations futures. Le document officiellement transmis aux acteurs clés d'une probable lecture reste à faire un marquage, peut-être à la culotte, pour opérationnaliser des recommandations perçues comme étant empreintes d'un saut d'objectivité notoire. Le directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique, SBE, a animé une conférence de presse à Cotonou. Jacques Paradis a expliqué la mission et fixé les priorités de la nouvelle équipe qu'il dirige. Il est au micro de Ghislain Pouguet et de Brice Thibosso. Vous connaissez les objectifs du président qui a fait de l'énergie son point d'ancrage pour améliorer les conditions de vie du Bénin. Ce que nous voulons, c'est de faire en sorte que les clients, après notre départ, soient des clients satisfaits. Donc, tout au long de notre mandat de 4 ans, nous allons mettre énormément d'efforts sur la satisfaction des clients. Et pour ce faire, bien sûr, dans chacune des régions, on va mettre beaucoup d'efforts pour faire en sorte que les directeurs régionaux soient en mesure de réaliser la mission qui leur sont confiées. Orientation client et orientation client par la mise en place des moyens pour améliorer la performance des employés, améliorer les différentes compétences, les différentes connaissances pour permettre à chacun de performer et de faire de cette société-là une société performante. Secteur de l'énergie, les acteurs du domaine ont procédé à la revue de l'exercice 2018 du secteur visibilité du secteur de l'énergie au Bénin, bilan des réformes, performances et perspectives. C'est le thème autour duquel les travaux ont eu lieu. Ghislain Pouguet, Brice Thibosso. Qu'est-ce qui a été fait en 2018 dans le secteur de l'énergie au Bénin? Les travaux feront le point des réformes, évalueront le niveau de performance atteint et envisageront les perspectives dans le secteur. À l'ouverture des travaux, la tendance est à la satisfaction. Le secteur de l'énergie connaît, depuis l'avènement au pouvoir du régime du président Patrice Talon, une renaissance dont les élogieux résultats redonnent progressivement espoir à l'ensemble du peuple béninois. Ces résultats, beaucoup plus visibles dans le sous-secteur de l'énergie électrique, ont très tôt fait oublier aux consommateurs de divers ordres les crises récurrentes. Ces résultats sont fortement salués par nos populations. En face des résultats obtenus, les partenaires techniques et financiers décernent satisfecit à Patrice Talon et à son gouvernement. Je voudrais, au nom des PTF, saluer le gouvernement d'avoir su donner au secteur de l'énergie toute la place qui doit être la sienne dans la stratégie de développement du Bénin. Le développement du secteur est au cœur des priorités du programme d'action du gouvernement parce qu'il constitue l'un des leviers majeurs pour la croissance économique du pays, la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations. La dynamique insufflée par le gouvernement a commencé à porter ses fruits. Des fruits qui vont de la production à la distribution, en passant évidemment par le transport. Le président Patrice Talon et son gouvernement ont fait de ce secteur un secteur prioritaire et s'efforcent de résoudre durablement le problème de déficit énergétique et de l'offre qu'a connue notre pays pendant des décennies à travers des actions aujourd'hui de diversification des sources d'approvisionnement et surtout d'augmentation des capacités de production à travers un réseau de transport et de distribution moderne, efficient
et efficace. Avec la centrale de Maria Glita, le Bénin peut désormais se passer des moyens de location pour la production de l'énergie électrique. À citer aussi les négociations en cours pour augmenter la capacité de production du pays en thermique et en renouvelable. Plus de 143 nouvelles localités électrifiées, une unité flottante de regazéification à venir pour alimenter la centrale de Maria Glita entre autres. Le démarrage du contrat de gestion de la SBEE, la finalisation de la loi portant code de l'électricité et son approbation par la Cour suprême. On est passé, en l'espace de 2 ans et demi, de 0 MW produites réellement sur notre territoire à près de 180 MW aujourd'hui. Ce qui nous permet de réduire considérablement le taux de dépendance de l'électricité à l'étranger qui peut être évalué aujourd'hui à plus de 60%, je dirais, d'autonomie. À la fin de l'exercice, les acteurs du secteur sont satisfaits. Nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup d'avancées au niveau de ce secteur-là. Les Béninois oublient déjà ce qu'on appelle délestage. Ils oublient déjà ce que leur coûtait, les perturbations qui leur faisaient griller les appareils. Aujourd'hui, ils oublient. La revue du secteur de l'énergie est un bon cru parce qu'on comparait les résultats de réalisation des recommandations en 2016 qui étaient, je crois, de 36%. Et ce qu'on vient de voir aujourd'hui par rapport à tout ce qui s'est déroulé en 2018 confirme des résultats de l'ordre de 91%. Des recommandations ont été formulées. Recommandations dont la mise en œuvre sera examinée à la prochaine revue, le 15 mai 2020. L'amélioration du cadre de vie, une préoccupation pour les autorités gouvernementales. À cet effet, le ministre du cadre de vie a reçu de nouveaux bâtisseurs des cités urbaines. Ils sont au nombre de 13. On fait le point avec William Choki. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité. Tout un rituel. La régissant en République du Bénin. Le serment qui les lie désormais à la profession. Ils sont au total 13 nouveaux architectes et urbanistes inscrits au tableau de l'ordre national. Ils ont le compas et l'équerre à l'œil. Ils savent dessiner, transformer nos cadres de vie, leur donner un visage plus attrayant, un ensemble de compétences acquis après 5 ans d'études et les voici libérés et lancés sur le marché de l'emploi. En prêtant serment aujourd'hui, vous allez vous inscrire dans cette dynamique collective qui est à la fois conceptuelle, esthétique, environnementale, sociale, etc. Et je ne peux que vous souhaiter de tout cœur épanouissement et passion dans l'exercice de votre profession. C'est une profession libérale avec ses exigences. Il faut faire preuve de créativité, d'innovation et de rigueur, a rappelé le ministre Tonato, lui aussi un urbaniste de son état. Appeler notre attention à tous sur l'enjeu que représente pour nous le cadre de vie aujourd'hui à l'ère du développement durable. Le cadre de vie objet de toutes les attaques, à commencer par le changement climatique et tout le reste, et surtout face à la légitime ambition et attente de nos populations de disposer d'un cadre de vie agréable, durable et d'un environnement sain. Pour sceller leur entrée définitive dans l'ordre, le port de l'écharpe, la remise des kits comportant tous les tests réglementaires, la nouvelle équipe d'architectes et urbanistes tient surtout à rassurer. À notre ministre de tutelle, ainsi qu'aux ministres et autorités de la République, nous exprimons notre gratitude et réaffirmons solennellement ici notre entière disponibilité pour prendre part au dessein et au destin de cette nation. Cette nouvelle génération de bâtisseurs se dit consciente des nouveaux défis de notre ère, des défis climatiques et environnementaux pour le mieux-être de tous.
Le ministre Salimane Karimou, quant à lui, a rencontré des volontaires au métier d'enseignant à Porto Novo avant leur départ pour leurs postes respectifs dans le département de l'Alibouri. Ils sont au nombre de 402. Guillaume Avienou et Brice Rongbo nous en disent plus. Je vais vous souhaiter bon voyage au nom du gouvernement. Et nous allons vous suivre, n'est-ce pas, de cœur jusqu'à destination. Et par la grâce de Dieu, rien de mal ne vous arrivera. Je vais être là pour voir comment vous montez dans le bus, n'est-ce pas, par ordre là, et je vais vous voir partir. La cour du ministère des enseignements maternels et primaires ce jeudi matin à Porto Novo. Des volontaires au métier d'enseignant en partance pour le département de l'Alibouri, dans le Septentrion, reçoivent les au revoir du ministre en personne. Dans les écoles, il y a trop de manque. Trop de manque même. Les enfants sont dans la rue, d'autres dans une classe. Il y a 3, pas dans un complexe. Les 3 soeurs n'ont pas d'enseignants. Et on est obligé de mettre les 3 ensemble. Et vraiment, les effectifs sont prétourés dans les classes. Bon, difficilement, les enseignants gèrent ça. Donc, c'est une occasion maintenant de diviser ces classes-là. L'organisation de ce déplacement groupé de volontaires au métier d'enseignant vient en effet résorber le problème du déficit de formateurs des apprenants dans le sous-secteur des enseignements maternels et primaires. Une traduction en acte du plan d'urgence mis en place par le gouvernement pour apporter une réponse adéquate avec le recrutement de 10 586 enseignants. Un recrutement qui n'a pas comblé le déficit dans ce sous-secteur. Les autorités en charge du système éducatif ont alors lancé un recrutement de volontaires et sur les 841 besoins exprimés dans le département de l'Alibouri, ce ne sont environ que 400 postes qui ont été pourvus. Nous avons ouvert une liste d'inscription en ligne et qui nous a permis d'avoir au moins 1787 volontaires pour aller servir dans l'Alibouri. Et sur les 1787, comme on n'avait besoin que de 400 et 402 précisément, donc ces 402 ont été sélectionnés. Donc le gouvernement a fait l'option de pouvoir les déplacer de façon groupée pour les faire voyager dans de bonnes conditions. Parce qu'en réalité, c'est des gens qui ont fait preuve, n'est-ce pas, du patriotisme. Ils n'étaient pas destinés pour l'Alibouri, mais ils ont choisi d'aller servir dans l'Alibouri. Et vous savez que l'Alibouri, ce n'est pas la porte d'à côté. Il faut voyager loin. Donc le gouvernement a mobilisé des bus, tout au moins un minimum de 8 bus, pour pouvoir les déplacer et qu'ils voyagent dans de bonnes conditions. Avant les départs de ces volontaires, le ministre leur prodigue quelques conseils. Le métier d'enseignant, c'est un métier qui a des exigences. Je leur ai dit, la première exigence du métier d'enseignant, d'abord, c'est de préparer sa classe. On ne peut pas aller devant les enfants sans savoir qu'est-ce qu'on veut leur enseigner, qu'est-ce que l'on veut leur faire apprendre. Okay? Après la préparation intellectuelle, matérielle et tout ça de la classe, il faut également y être, il faut être présent. Alors quand on est présent, il faut faire le travail pour lequel, n'est-ce pas, on est appelé. Selon le ministre des enseignements maternels et primaires, un dispositif d'accueil spécial a été mis en place au niveau du département de l'Alibouri et de ses communes pour faciliter l'intégration sociale de ces volontaires qui, pour le grand nombre, font leur première expérience de service dans le Bénin profond. Première session de l'Assemblée générale du Conseil sectoriel de médiation et de promotion du dialogue social au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Les échanges ont porté sur les divers problèmes du secteur. Les travaux ont été lancés par la ministre Éléonore Yahi Ladécan. Plus de détails avec Ronald Robinson. Le dialogue social pour la satisfaction des revendications de la communauté universitaire s'ouvre à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques d'Abomey après la dernière session tenue en décembre 2018. Cette session aura à évaluer le chemin parcouru depuis la dernière session, parler des différentes rencontres que vous avez initiées avec les partenaires sociaux dès votre arrivée et nous permettre de formuler de nouvelles recommandations et revendications réalistes à vous soumettre. La présence effective de la ministre Yahi Ladécan à cette première session de l'Assemblée générale du Conseil sectoriel de médiation et de promotion du dialogue social du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique prouve la volonté du gouvernement de perpétuer la tradition de se voir, de se parler, de s'écouter et de décider ensemble. Un motif de soulagement déjà pour le premier vice-président du Conseil sectoriel de médiation et de promotion du dialogue social. Ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui pourrait nous éloigner les uns des autres.
Nous saluons votre esprit d'ouverture et votre sens des responsabilités. En même temps, nous vous assurons de notre disponibilité sincère à répondre toujours favorablement à vos appels, toutes les fois que l'intérêt supérieur de la communauté universitaire nous l'imposerait. Et nous sommes convaincus, Madame la Ministre, que vous ne nous décevrez pas. La ministre salue la disponibilité, le sens de l'écoute et de la responsabilité, l'esprit d'ouverture, de concession et de compréhension mutuelle, des vertus du dialogue pour lesquelles les partenaires sociaux de son département se sont engagés à faire preuve en vue de faire avancer les négociations. Et c'est dans la même ligne, et la droite ligne, que le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, s'est lancé il y a quelques mois avec les centrales syndicales et au cours de ces sessions à l'Infosec. Le secteur de l'éducation était également concerné. Nous avons abordé un certain nombre de préoccupations dont relèvent nos différents syndicats. Nous continuons donc pour voir les problèmes spécifiques à notre sous-secteur. Cette session intervient à quelques jours de la présentation des propositions budgétaires du ministère au titre de l'année 2020 à l'Assemblée nationale. Les recommandations de ces échanges pourraient y être insérées à temps. Toujours dans le secteur de l'enseignement supérieur, un nouveau système d'inscription des étudiants dans les facultés à l'université d'Abomey-Calavi existe. La réforme mise en place depuis quelques années vient changer les mauvaises habitudes et faciliter la tâche aux étudiants. Osenia Adeleke a fait le constat. C'est la révolution de l'inscription à l'université d'Abomey-Calavi. Rien n'est comme avant. Désormais, elle ne relève plus du simple chef de l'étudiant. L'administration s'autorise un droit de regard. Alors, le nouveau système, il faut expliquer que nous sommes maintenant à la fin de la coexistence entre l'ancien système d'inscription ou d'études universitaires et le système LMD qui est complètement entré en phase d'application dans toutes les universités dans tout le pays. On ne fait pas d'inscription au départ, on fait une sorte donc de dépôt de dossier donc dans une faculté pour une sorte de pré-inscription. Ce n'est qu'après les pré-inscriptions que l'on faisait maintenant, à partir d'une certaine date, les véritables inscriptions. C'est ceux qui ont été pré-inscrits qui venaient confirmer maintenant leur inscription en payant les frais d'inscription cette fois-ci. Nous sommes ici devant l'amphithéâtre Ilassi de l'université d'Abomey-Calavi. Ce matin-là, plusieurs étudiants envahissent le lieu, dossier en main. L'opération se déroule dans une discipline totale. Pour accéder à la salle d'inscription, passage obligatoire par le cordon de sécurité des scouts universitaires. Une nouvelle façon de faire qui tranche avec le désordre d'entretemps. Ça avait une influence sur le système des bourses. Parce que tant que vous n'avez pas fourni votre dossier et que la commission d'attribution des bourses n'a pas examiné votre dossier, eh bien, vous ne rentrez pas dans le système des bourses. Ce n'est pas parce qu'on vous a classé comme boursier que vous devenez automatiquement boursier. Il faut que vous puissiez être éligible aux conditions fixées par le décret portant attribution des allocations universitaires. Donc, ce n'est qu'à ces conditions, quand vous avez déposé les dossiers avec toutes les pièces requises, que la commission d'attribution des bourses vous classait comme boursier et, nouveauté des nouveautés, vous deveniez boursier mensuel. Quelques étudiants rencontrés sur le site apprécient. Je vais dire performant, mais quand même c'est mieux par rapport à l'ancien. Le nouveau système est mieux que l'ancien quand même. Puisque maintenant il faut déposer les dossiers. Là où ça rend, c'est quoi? C'est pour les allocations, les secourus et les boursiers. Ça rentre de ce côté parce que ça leur facilite la tâche à faire leur calcul. L'étude des dossiers permet aux autorités à faire les calculs par rapport aux boursiers et aux secourus. À l'ancien système succède le nouveau avec plusieurs particularités qui améliorent la qualité de l'inscription. Entre autres, le lancement des inscriptions en fonction de la disponibilité des listes des étudiants de chaque faculté qui accueille les nouveaux bacheliers.
Plusieurs personnes en situation vulnérable, notamment les familles ayant des triplés, reçoivent de l'aide du ministère des Affaires sociales. Ces personnes ont été sélectionnées dans des arrondissements d'Abomey-Calavi et d'Akwakwa, Océane Mousso et Louis Kouloubo. Quand une famille attend un enfant et que c'est 3 qui en sortent, la joie est immense. Cette joie dure tel un feu de paille quand les moyens financiers font défaut. Heureusement, le ministère des Affaires sociales, à travers le Fonds d'appui à la solidarité nationale, vient au secours des parents des triplés, mais aussi des cas sociaux en fin d'apprentissage. Ceci à travers des enveloppes financières et des matériels de première nécessité. Les conventions internationales sur les droits humains et la Constitution béninoise prescrivent la prise en compte des besoins spécifiques des couches vulnérables dans la planification et la mise en œuvre de l'action publique. Ainsi, dans son programme d'action 2016-2021, le gouvernement a engagé des actions et réformes pour relancer de manière durable le développement économique et social du Bénin. L'activité qui nous réunit ce jour concerne l'appui financier à 5 cas de naissance multiples, des triplés plus précisément, et l'octroi de matériel de travail à 6 personnes en fin d'apprentissage. Les parents de triplés recevront chacun une enveloppe financière et les autres des kits de première installation constitués selon leur corps de métier. Cette initiative inattendue est un geste fortement apprécié par les bénéficiaires. Je suis tellement contente, tellement contente. J'en avais besoin de ce genre de choses, ça fait trop longtemps. Mais Dieu merci, j'ai reçu ce genre de lot. Merci beaucoup au gouvernement et merci beaucoup au ministère. Pour vous dire la réalité, je serai très content. Et de dire encore que la tête des 3 enfants peut aussi les conduire jusqu'au bout. La prise en charge des personnes en situation de vulnérabilité occupe une place de choix dans les projets du gouvernement béninois qui n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Dans la perspective de valoriser le parc W, son projet de réhabilitation a été lancé à Kandi. Nous sommes dans le département de l'Aliborie. On fait le point avec Lazare Migan et Ernest Etegou. Sauver l'une des grandes réserves de l'Afrique de l'Ouest. Le parc national W, c'est l'objectif du gouvernement béninois et de l'ONG African Parks Network. C'est à travers cette cérémonie de lancement du plan d'intervention prioritaire. Je voudrais remercier le gouvernement et la Fondation des Savanes de l'Ouest africain, FSOA, pour la confiance placée en nous et nous assurer que l'ONG African Parks et moi-même ne ménageront aucun effort pour la mise en œuvre du plan d'intervention prioritaire afin de redonner vie au parc national du W-Bénin et contribuer à mieux révéler le Bénin au plan national et international. Mieux révéler le Bénin, l'ONG African Parks très engagée à mettre leur expertise au profit de l'équipe de gestion du parc national W pour redynamiser le secteur touristique. Selon le préfet de l'Aliborie, le parc W regorge beaucoup d'espèces animales rares qui constituent une richesse pour le Bénin. La dernière zone sauvage, prestigieuse de l'Afrique de l'Ouest, qui pourrait à l'avenir devenir un atout économique et permettre d'appuyer la réhabilitation d'autres aires protégées dans cette partie du continent. Représentant 25% du département de l'Aliborie, le complexe du W-Bénin est composé d'un parc national qui couvre 5 632 km² et de 2 zones de chasse, la Mekrou avec 839 km² et la Djona 1152 km². En ce qui concerne la faune, 52 espèces de mammifères, sauf les petits rongeurs et chiroptères, ont été enregistrées dans les grands ongulés d'Afrique de l'Ouest. Je vais les citer: le buffle, le corbe de Buffon, le corbe d'Efassa, le corbe ridonka, la damalisque, le bibal, l'hippopotame, l'hippotrague, et j'en oublie, et des grands carnivores.
Tout comme nous devons protéger joyeusement nos parcs, c'est ainsi que les riverains doivent mener leurs activités quotidiennes autour de ces réserves sans mettre en danger les ressources animales et végétales qui s'y trouvent. L'équation protection du parc et la suivi des riverains sont des défis quotidiens auxquels nous sommes confrontés et appelés à relever. La mise en œuvre du plan d'intervention prioritaire permettra d'envisager un meilleur avenir pour le parc W et les communautés locales. Ce sera tout pour ce journal et merci pour votre aimable attention.